Se réveillant aux soins intensifs, l'épouse a entendu la conversation de son mari au téléphone. En apprenant l'existence du testament, elle a fait semblant d'être morte. Leslie Dean reprend lentement conscience, comme à contre-séhure. Au début, elle semblait simplement endormie, rêvant d'un rêve merveilleux plein de couleurs vibrantes, comme la palette d'un artiste talentueux. Des cercles jaunes alternaient avec des triangles blancs et des carrés bleus, formant les formes les plus complexes, comme un kaléidoscope magique. Parfois, Leslie avait l'impression de flotter dans les airs, en apesanteur comme une plume, et d'autres fois, c'était tout à fait différent, créant l'illusion d'une lourdeur dans tout le corps. Leslie ne sait pas combien de temps elle a passé dans cet état limite, où tout est si fantomatique et flou qu'il est impossible de savoir si elle est vivante ou non. Incapable d'ouvrir les yeux, Leslie entendit un étrange bip. D'abord lointain et à peine perceptible, il s'amplifie et acquiert une tonalité qui lui rappelle celle d'un vaisseau extraterrestre répondant à une balise numérique. Sa conscience passa lentement de l'obscurité de l'oubli à la lumière de l'éveil. À ce moment-là, Leslie réalisa qu'elle se trouvait probablement dans une chambre d'hôpital, sinon, comment expliquer l'odeur persistante de désinfectants et de médicaments, ainsi que d'autres odeurs similaires? Mais pourquoi ne pouvait-elle pas ouvrir les yeux? Était-ce vraiment si difficile? Les bruits des moniteurs et de l'équipement médical se font plus distincts, se mêlant harmonieusement au rythme des battements de son cœur. Rassemblant les forces qui lui restaient, Leslie sortit enfin de son état limite, et sa première sensation tactile fut la lourdeur de son corps, relié à un monde de fils, de bandes diverses et de drains. La lumière blanche aveuglante au-dessus de sa tête appuya sur ses yeux, provoquant une crise de panique. Pourquoi l'ont-ils allumé? Et il y avait aussi un étrange œil rond et bleu dans le coin, qui clignotait comme s'il comptait les moments de sa vie. Au début, Leslie n'arrive pas à comprendre ce que c'est. Comment le pourrait-elle, avec sa vision encore floue et incertaine? Peut-être que cet œil n'était que le fruit de son imagination. Ah, qui pourrait le savoir? Le bruit d'une porte qui s'ouvre fait tressaillir Leslie. Pas dans le sens habituel, bien sûr, mais d'une manière invisible à l'œil nu. Juste après que la porte se soit refermée, une voix qu'elle connaissait si bien, qui lui était si chère, accéléra les battements de son cœur. Alors, comment va notre Leslie? Toujours dans le coma? Cela fait presque 2 semaines maintenant. Comme l'orateur et son mari, Leslie s'efforce d'écouter chaque mot. Elle se rendit également compte qu'Alfred Dean n'était pas seul dans la pièce et qu'il parlait probablement à un médecin ou à un membre du personnel médical. Alfred, vous comprenez parfaitement que l'accouchement a été compliqué, des triplés, une césarienne, et que la santé de votre femme n'était pas parfaite. Peu avant l'accouchement, nous avons procédé à un examen approfondi, et les résultats n'étaient pas satisfaisants, même à ce stade, répond le médecin. Le cœur de Leslie bat plus vite. Une césarienne? Bien sûr, elle avait été enceinte. Mon Dieu, comment a-t-elle pu l'oublier? Ah, tous ces médicaments. Mais où étaient les enfants? Que leur est-il arrivé? Elle se posait tellement de questions que son esprit s'embrouillait à nouveau. Et si quelque chose n'allait pas avec ces bébés? Les grossesses multiples représentent une responsabilité et une pression énorme. Leslie n'a pas entendu la fin de la conversation entre son mari et le médecin parce que ses sens l'ont à nouveau abandonnée, l'empêchant même de signaler qu'elle était en vie. La jeune mère ne comprend pas pourquoi son réveil du coma est passé inaperçu. Pourquoi les capteurs ne fonctionnaient-ils pas? Où sont les automatismes et les régulateurs dont on nous vante les mérites? Pendant ce temps, Alfred ne quitte pas la pièce, restant seul avec sa femme. Leslie ne pouvait pas ouvrir complètement les yeux car elle était encore trop faible pour le faire. Alors, tu t'allonges, Leslie? Allez-y, reposez-vous, pas besoin de vous presser, dit Alfred avec une intonation étrange. De quoi parle-t-il? Et pourquoi sur ce ton? Se dit Leslie.
Bien sûr, Alfred ne se doutait pas que sa femme était revenue à elle, alors il parla franchement et dit tout ce qu'il pensait. Comme la pause s'éternisait, Leslie essaya de jeter un coup d'œil pour voir ce qui se passait. Mais à ce moment-là, le silence de la chambre d'hôpital fut interrompu par le tri sonore d'un téléphone portable posé dans la poche latérale du pantalon d'Alfred. À travers ses yeux partiellement fermés, Leslie vit que son mari portait une blouse d'hôpital caractéristique et des couvre-chaussures protecteurs. Sous la blouse, une chemise jaune ressort, contrastant avec le blanc immaculé des murs de la chambre. La couleur vive remonte un peu le moral de Leslie, lui rappelant le citron mûr qu'elle avait fait pousser dans un pot sur le rebord de la fenêtre avant l'accouchement. Cependant, Leslie n'aime pas la sonnerie qui retentit sur les haut-parleurs du téléphone. Elle n'eut pas le temps de bien l'évaluer car Alfred prit immédiatement l'appel. « Allô, Samantha ? C'est bien toi ? Oui, je suis content de t'entendre. Et je t'aime. Où ça ? À l'hôpital. Ou d'autres ? Oui, aux soins intensifs. Qu'y a-t-il à faire ici, allongée comme un légume, sans savoir quand elle sortira du coma ? C'est tout à mon avantage, vous comprenez. Les enfants ? Et eux ? Ils iront à l'orphelinat. C'est là qu'ils doivent être. Le cœur de Leslie a failli bondir hors de sa poitrine sous l'effet de l'indignation. Mon Dieu, de quoi parle-t-il ? Est-ce un rêve, une autre vision ? Pendant ce temps, son mari continue de roucouler avec la mystérieuse jeune fille, dont le nom ne dit rien à Leslie. Samantha, ne précipite pas les choses, d'accord ? Le testament est fait, maintenant on va chercher un notaire, un expert en écriture. De toute façon, nous devrons partager l'héritage. Sinon, tu sais, on n'arrive à rien sans mettre de l'huile dans les rouages. J'imiterai la signature et nous irons chercher notre argent. Et Leslie pourra continuer à explorer les mondes parallèles. Nous n'éteindrons pas les machines tout de suite. Laissons-la respirer de l'oxygène pour la dernière fois. Bon, d'accord. Je dois y aller. Samantha, je dois encore amener ces enfants à l'orphelinat. Oui, d'accord. Je t'embrasse. Je t'embrasse. Leslie se sentit mal après avoir entendu ces mots. Mon Dieu, comment a-t-il pu parler de sa mort en sa présence? Et les enfants? Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec ça? Il est impensable de confier les enfants à l'orphelinat. Où est la conscience après tout? Alfred resta un peu plus longtemps debout puis s'approcha de Leslie, sortant son téléphone, la photographia avec le flash. Elle ne sait pas pourquoi il fait cela. En général, voyant du coin de l'œil les manipulations de son mari, Leslie fermait les yeux, faisant semblant d'être morte. Laissez-le croire qu'il a gagné. Qu'il profite du moment de triomphe et qu'il utilise ce qui appartient aux autres. Mais je survivrai, quoi qu'il arrive. Je me battrai, puis je serrerai mes enfants contre ma poitrine, se répète mentalement Leslie, comme un mantra. Elle pouvait presque sentir le regard intense de son mari, qui se tenait toujours à bout de bras, savourant le spectacle. Un sourire narquois se figea sur les lèvres d'Alfred, ce qui en disait long. Enfin, ayant satisfait sa curiosité, il quitta la pièce en traînant les pieds comme un vieillard. Sous l'effet de la tension monstrueuse du choc qu'elle a subi, la sueur a perlé sur le front de Leslie, et elle a terriblement soif. Comme seule une personne échouée dans un vaste désert peut l'être. Sa langue desséchée se frotte contre son palais, tandis que Leslie tente de donner un signe. Après tout, dans les films, on voit toujours que lorsqu'une personne sort du coma, tout autour d'elle se met à biper et à briller de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, du rouge au jaune en passant par le vert. À ce moment-là, la porte de la salle s'ouvrit à nouveau et l'on entendit les pas prudents et légèrement hésitants de quelqu'un. Il s'agissait probablement d'une infirmière. Si c'était un médecin, il entrerait avec assurance et sans se presser, pensa Leslie. Pendant ce temps, les pas se rapprochaient.
Elle ouvrit prudemment les yeux et vit qu'elle se trompait. Un jeune médecin, à l'air quelque peu embarrassé, se tient devant elle. Consultant fréquemment son bloc-notes, le médecin commença à inspecter soigneusement l'équipement connecté, vérifiant l'intégrité des connexions et le fonctionnement général des appareils. L'espace d'un instant, Leslie pensa même qu'Alfred avait envoyé cet inconnu en blouse de médecin pour hâter le moment d'obtenir l'héritage tant attendu du testament. Et pourtant, Leslie n'a pas laissé de testament. Pourquoi l'aurait-elle fait? Elle n'avait pas l'intention de quitter cette vie. Tout cela était l'œuvre de son mari. Le petit malin a tout composé lui-même. Il a imité la signature et soudoyé le notaire avec une grosse somme d'argent. Non, cela n'arrivera pas. Alors que Leslie attendait un tour de passe-passe de la part de l'inconnu en blouse de médecin, celui-ci ne fit rien de mal, se contentant de vérifier le vieux matériel médical, dont le remplacement était devenu une question d'honneur pour la patiente. En effet, Leslie pouvait se le permettre, car elle était connue comme la reine des mers. Des flottes de pêche sillonnaient toute la région, des usines flottantes de transformation du poisson fonctionnaient correctement. Et il y avait aussi le tourisme avec quelques hôtels sur la côte qui fournissaient un revenu stable. Eh bien, nous y voilà. Je le savais, un autre dysfonctionnement. Il faut que je prévienne le chef, se dit le médecin en vérifiant soigneusement un interrupteur. À ce moment précis, des sons étranges retentirent dans la pièce, signalant au personnel médical que le patient s'était réveillé. Le médecin sursaute de surprise et recule d'un pas. Oh, qu'est-ce que c'est? Ai-je fait quelque chose de mal? Leslie, rassemblant son courage, ouvre les yeux et croise immédiatement le regard du médecin. Il sourit et s'apprête à dire quelque chose lorsque la porte s'ouvre en trombe et qu'un réanimateur haletant se précipite à l'intérieur. Edward, tu agis encore de ton propre chef? Regardez ce que vous avez fait. L'équipement s'est détraqué. Pourquoi ai-je accepté de te prendre comme stagiaire? Je ne supporte pas de te voir. D'où poussent tes mains? Edward, visiblement gêné, jette un regard furtif à Leslie. Je n'ai rien fait de spécial, William. Je suis juste entré dans la pièce et j'ai vérifié l'équipement. Le chef, prenant une lampe de poche, se penche sur Leslie pour vérifier sa réaction à la lumière. Il remarque, et vous comprenez quelque chose à tout ça, Edward? Pourquoi diable avez-vous touché à l'équipement? Bien que vous ayez eu de la chance, il semble que vous soyez intervenu juste à temps. Notre patient s'est réveillé. Comment vous sentez-vous, Leslie? Elle força un sourire à la commissure des lèvres, mais elle n'avait pas la force d'en faire plus. William Dixon, lui, en est très satisfait. À ce moment-là, des personnes munies de divers instruments médicaux commencèrent à s'affairer autour de la patiente, mesurant, enregistrant, consultant le chef. Leslie se contente d'apprécier la sensation de calme et de retour à son univers familier. Pendant ce temps, le héros du jour, l'interne, se tenait modestement dans un coin, observant curieusement la patiente. Leslie tente désespérément de faire passer dans son regard tout ce qu'elle ressent dans ce moment délicat. Car si Edward n'avait pas remarqué un dysfonctionnement dans l'un des capteurs, le réveil de Leslie aurait pu rester longtemps inaperçu. Il s'avéra plus tard que le futur réanimateur s'appelait Edward Murphy. À en juger par la façon dont le chef le traitait, c'était un paria dans le service. Leslie savait ce que c'était, ayant vécu quelque chose de similaire à l'école. Elle ne voulait pas s'en souvenir maintenant. De l'eau, s'il vous plaît, donnez-moi de l'eau, grogna Leslie, tout en ressentant une douleur lancinante dans le bas-ventre. Il s'agissait probablement d'une réaction du corps au point de suture après une césarienne. De l'eau? Tout de suite, Leslie, l'infirmière va vous en apporter, mais vous ne pouvez pas encore en boire beaucoup. Seulement du coton imbibé d'eau, se reprend William. Leslie acquiesce, puis pose la question la plus troublante. Docteur, dites-moi, comment vont mes enfants? Ils vont bien, n'est-ce pas?
Le chef sourit en guise de réponse. Oui, Leslie, les indicateurs sont excellents, même si, en raison de la situation particulière, nous les avons mis sous alimentation artificielle. Aucune allergie ou rejet n'a été constaté, alors félicitations, vous avez 2 garçons et une fille. À la mention des bébés, les yeux de Leslie se remplissent de larmes. Oh, Seigneur, comme elle aimerait pouvoir les prendre dans ses bras maintenant, mais elle ne le peut pas, du moins pas encore, peut-être plus tard, lorsqu'elle sera transférée dans un service normal. William, j'ai une requête à te faire. Promettez-moi que vous l'accomplirez, plaida Leslie avec le reste de ses forces. Le chef regarde la patiente avec surprise. Autre chose, Leslie? Les enfants, mes enfants, ne les donnez à personne, vous m'entendez? Je suis leur mère, vous comprenez. Le réanimateur secoue la tête. Oh, non, Leslie. À qui les donnerais-je? D'ailleurs, pour l'instant, les bébés sont à la maternité, pris en charge par d'autres spécialistes. Mon travail consiste à vous remettre sur pied le plus rapidement possible. Voyez-vous, à cause des particularités de votre corps, vous avez mal réagi à l'anesthésie et vous êtes tombé dans le coma, mais je vous assure que tout était sous contrôle. Après s'être un peu calmée, Leslie ferma les yeux avec lassitude. Elle pouvait maintenant se détendre un peu et se reposer, surtout après que l'infirmière lui ait fait une injection et que l'aide-soignante lui ait humecté les lèvres avec un coton-tige humide. Désormais, elle ne doutait plus qu'elle se rétablirait et que toutes ces visions de formes géométriques colorées appartiendraient au passé. La jeune femme d'affaires n'a plus peur non plus de son mari, qui est manifestement en train de préparer un mauvais coup. C'est bon, on va s'en occuper, il faut juste que je me ressaisisse, se dit Leslie en s'endormant. Peu à peu, sa chambre se vide à nouveau. Les infirmières s'acquittèrent de leurs tâches habituelles et les aides-soignants commencèrent à nettoyer. Edward quitta la chambre parmi les derniers. Il avait très envie de rester un peu plus longtemps pour surveiller l'état de la patiente, pour parler avec elle comme un vrai médecin. Et puis, il aimait bien Leslie, pas d'une façon folle, mais quand même. Mais quelles sont ses chances? Elle était mariée, avait 3 enfants et était pratiquement mère de famille. Et lui, qui était-il? Un stagiaire qui n'abandonne jamais? Écoutez, William est très strict avec lui dans le service, il le pousse jusqu'à l'épuisement. Apportez ceci, allez chercher cela, mais après tout, c'était un futur médecin, ce n'était pas bien de traiter un collègue de cette façon. Pourtant, Edward ne s'est jamais énervé. Il a compris que la vie n'est pas aussi simple qu'on le voudrait, et que pour arriver à quelque chose, il faut faire un maximum d'efforts. Profitant d'un moment de temps libre, le stagiaire décide de sortir dans la cour pour prendre l'air. Il fait beau et les doux rayons du soleil touchent son visage, révélant un réseau de taches de rousseur à peine perceptibles. L'humeur d'Edward s'est nettement améliorée, notamment parce qu'il a corrigé un dysfonctionnement de l'équipement, ce qui lui a permis de constater que Leslie avait repris conscience. En même temps, Edward n'était pas sûr que l'équipement de la pièce soit défectueux, il le sentait juste avec un 6e sens insaisissable, ce qui l'a poussé à vérifier la connexion et le fonctionnement de l'appareil. Naturellement, William n'y attache pas beaucoup d'importance, se considérant comme le chef du service, guidé seulement par ce à quoi il est habitué depuis des années de travail en réanimation. Edward ne l'aimait pas dès le premier regard, et ce n'était pas le fait que ce type intelligent et cultivé l'ait corrigé sur la mauvaise prononciation d'un mot. Il y avait autre chose, inconnue même d'Edward. William était assez indulgent avec les autres stagiaires, leur accordant même parfois des pauses, mais Edward avait toujours quelque chose de compliqué et de difficile à faire. Lorsqu'un sans-abri était admis aux soins intensifs, Alexander Hart envoyait certainement Edward s'occuper de lui. Non, cela ne signifiait pas que l'homme en détresse recevait moins d'aide médicale que les autres patients, en ce sens, Alexander était méticuleux, riche ou pauvre tout de même. Ainsi, à la décharge d'Alexandre, on peut dire qu'il traitait tout le monde de la même façon.
Édouard aimait beaucoup cette qualité, car lui non plus ne divisait pas les gens en riches et en pauvres. Il sympathisait toujours avec ceux qui étaient plus pauvres que lui et qui avaient besoin d'un morceau de pain, parce qu'il était lui-même passé par une école de vie difficile. S'enfuyant souvent de la maison où ses parents alcooliques mettaient en scène des scandales sans fin. Édouard s'enfuyait de chez lui pour trouver la paix et le réconfort désiré. Il aimait s'asseoir dans le parc, écouter le chant des oiseaux ou regarder les cygnes majestueux nager dans l'étang de la ville. Lorsqu'il a eu 10 ans, ses parents ont été déchus de leurs droits parentaux. Il a ensuite été placé dans un orphelinat pendant quelques années, puis dans une nouvelle famille d'accueil, dont le père et la mère travaillaient dans le secteur médical. C'est à ce moment-là qu'Édouard a réalisé qu'il voulait devenir médecin, comme ses parents adoptifs. Linda et Robert Austin ne lui ont imposé aucune condition, laissant à leur fils la liberté totale de choisir son avenir. Qu'il veuille étudier le droit, devenir médecin ou constructeur, ils lui ont promis un soutien total, ce qui s'est effectivement produit au cours de ses études universitaires. Dans son groupe, Édouard était l'un des meilleurs, non pas parce que ses parents médecins l'aidaient à la maison et lui donnaient de précieux conseils, mais parce qu'il voulait vraiment étudier et devenir un vrai médecin. Un médecin capable de guérir presque toutes les maladies et de soulager les souffrances des patients. Édouard est tiré de ses rêveries par la voix du concierge, Mark Johnson. « Bonjour, jeune homme, vous êtes sorti prendre l'air ?» Édouard sourit et répond immédiatement, « Oui, Mark, je suis sorti un peu, j'ai eu une minute de libre et j'ai décidé de prendre l'air. C'est tellement bénéfique. Je crois même que les promenades dans la nature peuvent guérir de nombreux maux. » Mark acquiesce. « Je te soutiens, Édouard. Je travaille maintenant comme concierge et tu sais quoi? Je suis en bien meilleure santé qu'avant. Dans mes jeunes années, j'ai travaillé dans l'atelier thermique de l'usine, et tu sais quelle est l'atmosphère qui y règne? Ma santé en a vraiment pris un coup. Mais lorsque j'ai pris ma retraite, les médecins m'ont recommandé de travailler physiquement et de passer plus de temps à l'extérieur, alors je suis devenu concierge. Édouard regarde le vieil homme avec respect. Il avait apprécié Mark dès leur première rencontre en raison de sa sagesse, de son calme et de sa capacité à donner une réponse sensée à toute question. Sentant l'humeur du jeune homme, Mark demanda tranquillement, « Alors, William vous donne-t-il du fil à retordre ?» Le stagiaire fronce les sourcils et regarde autour de lui avec circonspection. « Vous voulez dire William Dixon ?» Le concierge sourit. « Oui, lui. Je me souviens que William était exactement comme vous l'êtes maintenant. Il était aussi naïf et confiant, mais il a changé au fil des ans, il a pris du recul, de la dignité, et il a appris à parler correctement. Vous n'avez pas tout à fait raison. Je le corrige encore parfois, remarque Édouard avec un sourire, espérant sincèrement que le chef de service n'écoute pas. Mark réfléchit un instant, puis demanda, « Écoute, Édouard, que penses-tu des animaux en général? Positivement, ou préférez-vous les éviter ?» Le jeune homme haussa les sourcils de surprise. « Positivement, bien sûr. Que voulez-vous dire par là? Pour l'instant, je n'ai pas d'appartement. Je loue un appartement pour ne pas déranger mes parents, alors je ne peux pas encore avoir d'animal de compagnie. Mais je le ferais si je le pouvais. Pourquoi cette question? » Mark sourit. « L'autre jour, j'ai trouvé un chiot, tout petit, assis sous un buisson. Sa mère a été renversée par une voiture. La pauvre, elle lui apportait un morceau de pain du kiosque de la boulangerie là-bas. Elle l'a trouvé de l'autre côté de la route et a décidé de l'apporter à son bébé pour le soigner, mais un chauffard l'a tué, bon sang. » Édouard haussa les épaules, dubitatif. « Un chiot? Où est-il? Je ne le vois nulle part. » Mark posa son index sur ses lèvres d'un air significatif. Baisse d'un ton. Il vit dans ma réserve. Je ne l'ai montré à personne. Si le chef le voit, il va sûrement s'en débarrasser et le petit gars va mourir sans moi.
Je voulais l'accueillir moi-même, mais ça n'a pas marché. Je vis dans une petite chambre, pas de place pour lui. J'ai donné mon appartement à ma fille et à mon gendre. Edward réfléchit un instant, puis dit, tu sais, ça ne me dérange pas, montrez-moi où il est. Si tout va bien, je le ramènerai chez lui après le travail. Je m'arrangerai avec ma propriétaire. Marc tapote l'épaule du stagiaire d'un air approbateur. C'est ça l'esprit, Edward. Crois-moi, le chiot deviendra un bon chien. J'ai eu beaucoup de chiens dans ma vie et je peux dire que celui-ci sera loyal, courageux et qu'il n'aura pas peur d'un loup ou même d'un ours. Tu m'as vraiment intrigué, Marc. Allons le voir. Malheureusement, Edward n'eut pas l'occasion de mettre son plan à exécution car il entendit immédiatement le cri de colère du chef de département. Edward, où vas-tu encore t'égarer? Va dans la chambre de Leslie Dean et vérifie qu'elle va bien, puis fais-moi un rapport. Ton avis m'intéresse pour comprendre comment tu penses et quel genre de médecin tu deviendras. Edward tressaillit et jeta un coup d'œil nerveux autour de lui. D'accord, William, j'y vais. Marc secoua la tête et ajouta tranquillement, tu ferais mieux d'y aller, Edward, ou tu auras des ennuis. Tu pourras récupérer le chiot après ton service. Je le mettrai dans une boîte avec des trous pour que tu puisses le prendre plus facilement. Merci. J'apprécie. Edward acquiesça et se dépêcha de retourner au service. En entrant dans la chambre, Edward remarqua immédiatement que Leslie était réveillée, l'observant à travers des yeux mi-clos. Merci pour votre aide. Chuchota la patiente. Edward sursaute et la regarde. Ce n'est rien. C'est mon travail. Je ne savais même pas que l'équipement était défectueux. J'ai juste eu un sentiment étrange et j'ai décidé de vérifier. Ce n'est pas surprenant. L'équipement est vieux et ce genre de choses arrive. Rien de grave, mais il vaut mieux que les machines fonctionnent correctement pour la tranquillité d'esprit de tout le monde. Leslie réfléchit un instant, puis demande, Edward, c'est bien votre nom? Pourriez-vous aller voir mes bébés à la maternité? Ils me manquent tellement. Si vous le pouvez, prenez une photo d'eux avec votre téléphone et montrez-la moi. Ou peut-être une petite vidéo. Juste quelques minutes, s'il vous plaît? Je veux juste les voir, ne serait-ce qu'un instant. Vous pouvez? Edward regarde le patient d'un air dubitatif. Bien sûr, il était prêt à répondre immédiatement à sa demande. Mais comment pourrait-il le faire alors que le chef de service surveille ses moindres faits et gestes? Le jeune interne se sentait sincèrement concerné. D'un autre côté, il ne pouvait pas lui refuser. D'accord, j'y vais. Mais un peu plus tard, d'accord? Lorsque le chef de service ferma son bureau et s'attela à la paperasse, Leslie acquiesça et lança un regard chaleureux à Edward. Le jeune interne s'assura de son état de santé, surveilla ses signes vitaux, puis nota brièvement le tout dans son carnet de travail. Depuis quelque temps, il prenait des notes pour faire les remarques nécessaires et se souvenir de ce qui était le plus important. Tout le monde sait qu'à l'université, on ne reçoit que des connaissances théoriques, alors que l'expérience pratique ne s'acquiert que dans des conditions de travail réelles. Malheureusement, Edward ignorait la raison principale du ressentiment de William à son égard, qui n'était pas fortuite et impliquait principalement ses parents, avec lesquels William avait autrefois étudié. Il y a plus de 25 ans, Robert, le père adoptif d'Edward, avait enlevé la fiancée de William, devenue par la suite la femme de Robert. William, futur réanimateur, n'avait pas oublié ce grief et attendait patiemment l'occasion de se défouler sur quelqu'un de la famille Vetroff. L'occasion s'est enfin présentée. William savait qu'Edward n'était pas le fils biologique de Robert, mais il savourait toute occasion de s'en prendre à Edward et de lui passer un savon en tant que médecin. Au fond de lui, William comprenait qu'Edward était bien le meilleur interne qu'il ait jamais eu à former, mais il ne pouvait pas l'avouer à son subordonné. D'une part,
Il ne voulait pas se mettre dans l'embarras en reconnaissant qu'Edward avait immédiatement remarqué le dysfonctionnement de l'équipement dans la chambre de Leslie, contrairement à lui. D'autre part, William craignait de saper son autorité, qui était restée inébranlable aux yeux de nombreux internes depuis des années. Attendant le bon moment, Edward décide d'accéder à la demande de Leslie et se faufile dans le service où sont gardés ses triplés. Cependant, en quittant l'unité de soins intensifs, il ne s'aperçoit pas qu'il est surveillé de près par l'infirmière en chef, Teresa Lee, qui rapporte immédiatement l'incident à William. Peu de gens savaient qu'une partie des fonctions de Teresa consistait à surveiller officieusement le personnel pour maintenir l'ordre. Essentiellement, elle était l'informatrice de William, ce qui permettait au patron d'être impliqué dans toutes les questions importantes, de savoir qui disait quoi, qui pensait quoi et ce qu'il pensait de la direction. La rumeur disait que Teresa et William étaient même assez proches, d'une manière qui ne devait pas être rendue publique, car tous deux étaient mariés et avaient des enfants. Voyant le beau jeune stagiaire à la porte de la maternité, l'infirmière de service lui demande « Eh bien, qu'est-ce que vous voulez faire ici ? Vous ne faites pas votre stage en soins intensifs ?» Edward sourit timidement. Puis dit « Une patiente m'a demandé de vérifier ses bébés, Leslie Dean. Vous la connaissez ?» Karen sourit. « Bien sûr que je la connais. Des triplés, vous savez, c'est difficile d'oublier quelque chose comme ça. Depuis que je suis ici, cela ne s'est jamais produit, c'est donc une sensation pour notre service. Il paraît même qu'on va en parler dans le journal local et à la télévision. » Edward haussa les épaules, confus. Edward haussa les épaules, confus. Des triplés, c'est juste des triplés. Karen pinça ses lèvres pulpeuses d'un air indigné. Tu ne sais pas ce qui est le plus important. Elle est tombée enceinte par insémination artificielle. C'est-à-dire avec du matériel prélevé dans une banque de données génétiques spéciale. Vous en avez entendu parler ? J'en ai entendu parler, mais je n'y ai pas eu affaire personnellement et je n'y ai pas vraiment réfléchi, répondit Edward. L'infirmière sourit. Vous devriez y réfléchir. C'est une bonne chose, surtout quand le mari ne peut pas avoir d'enfant. Edward ne commente pas la remarque de Karen et demande plutôt où se trouve la chambre dont il a besoin. Comprenant que la conversation était terminée, Karen lui a indiqué en détail où aller et comment s'y rendre. Alors qu'il s'éloignait, elle ajouta, « Edward, attends, écoute, le père rend visite aux enfants, alors tu ferais mieux d'attendre près de la porte et d'entrer plus tard. » Mais Edward n'a pas entendu les derniers mots de Karen, car il s'est dépêché de répondre à la demande de Leslie et de retourner à son pupille sans se faire remarquer. Si William s'apercevait à nouveau de son absence, il ne pourrait éviter le scandale. Edward sait également qu'il n'est pas judicieux de discuter avec le chef de service. Après tout, c'est William qui sera responsable de son futur placement et Edward rêve de travailler dans le premier hôpital de la ville. Il était certain de pouvoir relever tous les défis. Mais il n'avait aucune envie d'être envoyé dans une région provinciale. S'approchant de la porte, Edward s'apprête à entrer lorsqu'il entend une conversation animée. L'une des voix était celle d'Alfred et l'autre était probablement celle du chef du service d'obstétrique. Alfred parle fort et avec force, ce qui est caractéristique des gens riches. « Écoutez-moi, Michael. Ma femme, Leslie, est aux soins intensifs, toujours dans le coma, et nous ne savons pas si elle en sortira. Toute cette histoire de grossesse était vouée à l'échec depuis le début. J'ai toujours été contre. » Le chef de service est surpris. « Comment ça, vous étiez contre ? Vous ne saviez pas que votre femme avait l'intention de tomber enceinte en utilisant du matériel génétique mis en banque ? » Réalisant qu'il en avait trop dit, Alfred se mordit la langue. « Bien sûr que je le savais. Je n'aimais pas ça, c'est tout. Les médecins nous avaient prévenu que la santé de Leslie n'était pas très bonne, que sa coagulation sanguine était mauvaise, mais elle a décidé d'aller jusqu'au bout. Et puis des triplés, une césarienne, une anesthésie, vous comprenez les risques encourus.
Michael Bennett regarde Alfred avec attention. Qu'est-ce que vous proposez? D'abandonner les enfants? De les laisser dans une crèche? Pourquoi avoir commencé? Alfred sourit ingénument. Les circonstances étaient différentes à l'époque, mais maintenant tout a changé. Si ma femme ne sort pas du coma, je serai pratiquement veuf, voyez-vous? Pourquoi voudrais-je porter ce fardeau? En outre, je ne sais vraiment pas quoi faire des enfants. Qu'ils restent à la crèche pour l'instant, et quand Leslie sera rétablie, nous les reprendrons. Edward faillit frapper le mur de frustration, marmonnant sous son souffle. Mon Dieu, comment est-ce possible? Ce sont des bébés. Et s'ils ne sont pas biologiquement les siens? Il en est quand même pleinement responsable. Heureusement. Le chef de service n'est pas prêt à baisser les bras aussi facilement. Non, jeune homme, je ne pense pas que vous trouverez un allié en moi. Nous aidons les personnes en grande difficulté financière pour des raisons similaires, les personnes marginalisées ou celles qui n'ont pas de domicile fixe. Mais vous êtes un homme riche. Pourquoi faites-vous cela? Vous avez sûrement l'argent nécessaire pour élever des triplés. Sentant la résistance, Alfred persiste. Vous surestimez peut-être mes capacités, Michael. Si vous l'avez oublié, tous les biens sont au nom de ma femme, et elle est dans le coma. Je veux donc placer les enfants à la crèche. Je suis sûr qu'ils seront mieux là-bas, avec des professionnels. Et je promets de soutenir votre service et la crèche. Si vous le souhaitez, je ferai en sorte que les fonds nécessaires soient transférés sur votre compte dès maintenant. Je ne les abandonne pas complètement. Ce sera comme engager une nounou spécialisée, mais au lieu d'une nounou, il y en aura plusieurs, et les enfants seront dans un établissement spécial sous une surveillance fiable. Pendant ce temps, je pourrai me concentrer sur mes affaires et m'occuper de ma femme malade sans entrave. Le chef de service réfléchit un instant. Pendant ce temps, Edward, bouillant de colère, ne peut se contenir et fait irruption dans la pièce. Excusez-moi, commence-t-il, mais j'ai malencontreusement surpris une partie de votre conversation. Croyez-moi, vous ne connaissez pas toute la vérité. Le fait est que Leslie a déjà repris conscience et qu'il semble qu'elle va s'en sortir. C'est donc elle seule, en tant que mère, qui peut décider de confier les enfants à l'orphelinat ou non. Alfred s'indigne. Et vous, qui êtes-vous? Un médecin ou un aide-soignant, un épouvantail? Qui vous a donné le droit de faire irruption ici? Edward lutta pour contrôler ses émotions, puis sourit. Moi. Je suis un interne qui veut aider les gens. Et je suis sûr que Leslie prendra la bonne décision, contrairement à vous. Michael agita les mains en signe de protestation. Michael agite les mains en signe de protestation. C'est un service pour les nouveau-nés, pas un endroit pour les chamailleries. Portez vos disputes à l'extérieur. Je ne déposerai aucun papier et je vous conseille de ne pas le faire non plus. Si vous persistez, je serai obligé d'appeler la police pour déterminer si vous pouvez vous occuper des enfants ou non. Alfred lance un regard haineux à Edward, puis sort de la pièce en claquant bruyamment la porte. Le chef de service regarda le jeune stagiaire avec une expression amicale, car il connaissait bien ses parents et n'était pas rancunier. Vous avez besoin de quelque chose, Edward? Le jeune homme hésite un instant, puis explique la demande de Leslie, bredouillant chaque mot. À la fin, le chef de service affiche un large sourire. Comme je l'ai dit, une mère normale n'abandonnerait jamais ses enfants. Qu'elle soit pauvre ou riche n'a pas d'importance. Et vous, Edward, allez-y, prenez des photos, et même des vidéos, si vous voulez. Je ne suis pas contre. Le fait qu'elle soit sortie du coma est un bon signe. Le destin lui-même nous dit de garder les enfants avec leur mère. Elle ira mieux, et nous amènerons les bébés dans son service car elle ne peut toujours pas se lever. Edward soupire de soulagement et se met au travail. Le chef de service, après une brève pause, quitta la pièce avec tact pour laisser le jeune homme répondre à la demande de la mère.
En voyant le trio de bébés aux joues roses, Edward sourit et se rendit compte qu'il n'avait peut-être pas choisi le bon domaine médical. Peut-être aurait-il dû devenir obstétricien, il n'avait pas réalisé à quel point il aimait les bébés et tout ce qui s'y rapporte. Après avoir pris quelques photos et une courte vidéo, Edward se dépêche de rentrer. Tout semblait s'être bien passé. Mais alors qu'il traversait le couloir près de l'unité de soins intensifs, William l'intercepta d'un air triomphant. « Où t'es-tu encore égaré, Edward ? Je vois que tu veux vraiment finir en stage en province ? Fais attention, ou je ferai en sorte que ta vie devienne intéressante. Si tu échoues à ce stage, je veillerai personnellement à ce que tu sois placé comme stagiaire à la morgue. Là, tu n'auras pas d'ennui, c'est la dernière étape. Ce n'est pas l'endroit le plus agréable, ça sent le désinfectant en permanence, le froid, les reniflements et les bronchites en permanence. C'est un centre de vacances, vraiment. Mais je veux devenir médecin réanimateur, William. Je vous l'ai dit. Le chef de service sourit. Ah, et alors ? Bon, d'abord, je te fais un blâme pour ne pas être à ta place pendant les heures de travail. Maintenant, dépêchez-vous d'aller au service, de parcourir les salles et de voir ce qui s'y passe. Note constamment tous les changements dans l'état des patients, sinon tu n'apprendras jamais rien. Edward acquiesce docilement et s'en va. L'humeur s'est nettement dégradée. La conversation avec William était responsable de tout, mais Leslie aimait beaucoup les photos des bébés. Les larmes aux yeux, elle sourit au jeune stagiaire, prête à le vénérer pour ses services. Oh, pas besoin de me remercier, je l'ai fait par pure bonté d'âme. Vous avez demandé, et je l'ai fait. Bien que votre mari soit venu dans le service, il semblait étrange, il voulait envoyer les enfants dans une crèche, mais le chef de service s'y est opposé, il a défendu les bébés. Michael est un homme bon, dit Edward. Leslie regarde Edward avec crainte. Comment Alford a-t-il pu vouloir envoyer les enfants dans une crèche ? Je t'ai demandé de ne rien faire sans moi, dit-elle. Edward acquiesça. Oui, je sais, tu l'as dit. Il a décidé d'agir seul, apparemment. Il ne sait pas encore que tu es sorti du coma. Leslie remercia encore Edward pour son aide, puis sombra dans une réflexion douloureuse. Elle n'avait jamais douté qu'Alford l'avait trahi, et c'était essentiellement sa faute. En tant que riche femme d'affaires, elle avait pris sous son aile un serpent sous la forme de son futur mari, issu de la coopérative locale, qui travaillait autrefois sous sa direction. Avant de rencontrer Leslie, Alford n'avait rien de spécial. Il menait une vie ordinaire, comme une pierre qui roule. Il ne restait jamais longtemps au même endroit, changeait constamment de travail et avait toujours besoin d'argent. Leslie, quant à elle, est partie de rien. Elle a commencé à pêcher par hasard lorsqu'Axe engrave l'aube de sa carrière professionnelle, elle a appris qu'elle pouvait acheter des actions de l'usine locale de transformation du poisson à un prix avantageux. Elle a même dû contracter un prêt auprès de la banque pour acheter l'entreprise, qui s'est finalement avérée très rentable à plusieurs reprises. Sous sa direction, la pêche dans la région est redevenue florissante et a commencé à rapporter des revenus élevés et réguliers. En outre, tout au long de la côte, des zones touristiques sont apparues, avec quelques bons hôtels et un réseau de snack-bars. Mais le plus étonnant, c'est que Leslie ne s'est jamais considérée comme trop riche pour faire étalage de son statut. Comme avant, elle conduisait une voiture modeste, n'avait pas de sécurité ni de domestique dans sa propre maison. Mais Alford, en s'installant dans sa luxueuse résidence, a immédiatement insisté pour qu'elle soit entièrement rénovée et que des domestiques et des agents de sécurité soient engagés. Leslie s'est toujours occupée elle-même de tout dans la maison, faisant le ménage, préparant de délicieux dîners et s'occupant même des feuilles dans son propre jardin et dans les environs. Alford, lui, voulait du luxe et de la richesse, ce qu'il n'avait jamais vu de sa vie. Lorsqu'il a la possibilité d'accéder aux actifs financiers de sa femme, il devient obsédé par cette idée une fois pour toutes.
Leslie ne sait pas qui est Samantha, la personne à qui son mari parle au téléphone. Elle se doutait qu'il s'agissait probablement d'une des assistantes travaillant dans l'un des hôtels de la côte. Il y a un an, lorsque Leslie a appris qu'Alford ne pouvait pas avoir d'enfant, elle n'a pas divorcé et lui a proposé une solution alternative, tomber enceinte artificiellement. Alford a mal pris cette proposition et Leslie a froncé les sourcils. « Comment peux-tu parler d'enfant comme ça ? Ce sera mon enfant, tu comprends ? Celui que je porterai de la conception à la naissance. » Alford se contenta de se moquer avec scepticisme, mais Leslie n'y prêta pas attention. Elle ne se rendait même pas compte qu'elle avait déjà fait une très grosse erreur dans sa vie en acceptant ce mariage. Car à l'époque, Alford était complètement différent, il disait qu'il aimait les enfants et qu'il rêvait d'avoir un garçon et une fille dans leur famille. Mais aujourd'hui, rongé par la richesse et le luxe, il ne pense qu'à son propre enrichissement et à rien d'autre. Leslie considère cette extravagance, connaissant la valeur de l'argent et la difficulté de le gagner. Ceux qui la connaissaient personnellement comprenaient ce qu'une femme seule devait traverser avant d'atteindre l'indépendance financière. Malheureusement, ce n'est qu'aujourd'hui que Leslie doit faire face aux conséquences de son choix irréfléchi. Alford a trahi sa femme et prévu de falsifier son testament, pensant qu'elle ne sortirait jamais du coma. Non, Alford, tu as fait un mauvais calcul. Nous nous battrons, mes enfants et moi, notez-le bien, se dit Leslie en serrant les dents. À ce moment précis, sous le coup de la colère, le mari sort précipitamment du bâtiment de l'hôpital et se dirige vers sa voiture, où Samantha l'attend patiemment. Ironie du sort ? Leslie ne s'est pas trompée et a deviné avec justesse son appartenance professionnelle. Samantha travaillait en effet comme femme de chambre dans l'un des hôtels, et elle enviait son employeur avec une haine amère. Voyant son amant excité, elle lui demanda immédiatement, « Alors, il y a quelque chose à fêter ? Tout s'est bien passé ?» Alford secoua négativement la tête. « Non, c'est bien pire. » Elle s'est réveillée. « Je ne suis pas retournée la voir la deuxième fois. J'en avais assez de ce que je voyais. Elle respire à peine, elle est toute pâle. Je pensais qu'il lui restait un jour, peut-être deux. Je me suis précipitée chez le notaire pour faire la laine correctement, pour que tout nous revienne. Et puis, tu vois comment tout a basculé ? Qu'est-ce qui a basculé ? Tout s'est effondré ? S'indigna la blonde teintée. À contre-séhur, Alford poursuivit, eh bien, oui, je voulais confier les enfants à la crèche aujourd'hui, mais le chef de service a pété les plombs, a fait un tel scandale que j'ai eu du mal à m'en sortir avec les pieds intacts. Samantha regarde son amant avec inquiétude. Eh bien, je te l'ai dit, tu aurais dû te débarrasser de ces parasites tout de suite. Tu aurais pu refuser le jour de la livraison, écrire un avis de non-responsabilité dans les premières heures, et c'est tout. Mais qui aurait pu croire que Leslie reviendrait si vite à la raison ? L'infirmière en chef m'a donné des informations. Elle m'a dit qu'avec les particularités de son corps, elle pourrait rester dans le coma pendant 1 an, et dans 1 an, il nous resterait des miettes de son héritage. Après avoir discuté un peu plus longuement, le couple s'est laissé aller à un baiser passionné, sans savoir qu'à ce moment précis, Mark Johnson les observait attentivement. Secouant la tête d'un air désapprobateur, le concierge prend le balai dans ses mains et se dirige vers l'autre côté de la cour. La journée de travail d'Edward s'éternise comme si elle était en caoutchouc. Son humeur reste maussade, entachée par l'incident de la maternité et la réprimande de William qui s'en est suivie. Au fond, Edward comprenait qu'il n'avait rien fait de mal, mais d'un autre côté, ses actions méritaient d'être critiquées par le patron, qui allait maintenant décider si Edward méritait de travailler dans ce service ou non. De plus, le jeune stagiaire craint le jugement de ses parents. Bien qu'ils ne soient pas ses parents biologiques, il les a longtemps considérés comme les personnes les plus proches au monde. Et si son père disait que son fils adoptif n'était pas digne de la confiance qu'on lui accordait ? Sa mère ne le critiquerait pas, bien sûr, mais elle verserait sûrement une larme et soupirerait tristement,
et le cœur d'Édouard se serrait de pitié. Après avoir attendu la fin de son service, il se changea et quitta rapidement l'unité de soins intensifs. À ce moment-là, une voix masculine familière l'interpella. « Et, où vas-tu » Édouard se retourna et secoua la tête avec dépit. « Oh, désolé, Marc, j'ai été un peu distrait. Bien sûr, je vais prendre l'enfant trouvé. Laissez-moi la porter ici. » Prenant la boîte des mains du concierge, le type regarda à l'intérieur et sourit joyeusement. Il y avait en effet un petit chiot, qui reniflait avec amusement d'un côté à l'autre et respirait bruyamment l'air. « Tu sais, n'oublie pas de le choyer avec du lait pour la première fois, d'accord ? Et ne lui donnez rien de solide pour l'instant. Si tu veux acheter quelque chose, il y a des conserves spéciales pour chiots au magasin. C'est un peu plus cher, mais je pense qu'il ne mangera pas trop de toute façon. Et si vous ne savez pas quelque chose, il vaut mieux demander, d'accord, demande Marc en souriant. Bien sûr, je ferai tout, ne t'inquiète pas. Je sais comment traiter les gens, alors je me débrouillerai avec le chiot, répondit Édouard avec enthousiasme. Marc poussa un soupir de soulagement et ajouta, tandis qu'Édouard s'éloignait, si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Très bien, fiston, à plus tard. Prenant la boîte dans ses mains, Édouard se dirigea rapidement vers l'arrêt de bus le plus proche. Les passants regardent ce grand jeune homme qui porte un étrange fardeau. Cependant, Édouard ne s'en souciait plus, car il avait vécu tant d'événements inattendus ce jour-là qu'il était prêt à tout. Heureusement, le propriétaire accepte que le jeune homme garde le chiot dans la maison qu'il loue et qu'il nomme Max. « Max, tu es prêt à manger ? Je vais te verser du lait, émietter du pain dedans et tu auras ton déjeuner, plutôt ton dîner, dit Édouard en souriant. Bientôt, un petit bol de lait chaud et de pain mou, donnant à la substance l'épaisseur nécessaire, fut placé devant le chiot duveteux. En regardant Max savourer avidement la friandise, Édouard se surprend à ne pas aimer Alfred, le mari de Leslie. Il se comportait de manière trop arrogante à l'hôpital et se considérait comme le maître de la situation, alors qu'en réalité, c'était tout le contraire, et qu'il n'en était certainement pas un. À ce moment précis, Leslie réfléchit à ce qu'elle va faire. Tout d'abord, par l'intermédiaire de l'aide-soignante de service Shirley, elle demanda à apporter son téléphone et à le tenir à l'oreille. La jeune fille a l'air embarrassée, mais voyant le regard suppliant de Leslie, elle accepte. « D'accord, mais assurez-vous que William ne le voit pas, » dit-elle, avant de se précipiter vers le poste d'infirmière, où elle avait rangé son sac à main avec le smartphone. De retour auprès de Leslie, elle compose le numéro nécessaire sous sa dictée et tend le téléphone à l'oreille de la patiente. Peu de temps après, la femme d'affaires a appelé son notaire de famille, qu'elle connaît depuis de nombreuses années. Les instructions étaient claires. En cas de décès, tous les avoirs devaient être déposés sur un compte bancaire spécifique, dont seuls quelques privilégiés connaîtraient les détails. Et elle excluait totalement toute possibilité de modification ou d'ajustement. Elle ne l'a pas fait par hasard, mais pour se protéger des actions ultérieures d'Alfred. Alan Smith l'écouta avec le calme qui le caractérisait, puis lui dit, « Je m'occupe de tout. Vous n'avez pas à vous inquiéter, Leslie. Et les manigances de votre mari ne mèneront à rien de bon, croyez-moi. » Leslie le remercie et met fin à l'appel. Puis elle jeta un regard mystérieux à Shirley et lui demanda, « Écoute, Shirley, c'est quoi cette petite boîte bleue qui brille dans le coin ? » Tu vois ? L'aide-soignante se retourne et remarque dans le coin supérieur droit de la pièce un i miniature dirigé vers le lit du patient. Ah, ça. C'est une caméra de surveillance cachée, s'étonne Shirley. Récemment, toutes les chambres de l'unité de soins intensifs ont été équipées de ces caméras. Vous savez, tout peut arriver. Les patients peuvent reprendre leurs esprits et tomber du lit. Leslie acquiesce et pose immédiatement la question qui l'inquiète. Alors, si vous le souhaitez, pouvez-vous regarder les vidéos de ces caméras ? Shirley acquiesce. Oui, je suppose que c'est possible.
Mais l'enregistrement n'est pas stocké chez moi, il est chez William, le chef du département. C'est sa responsabilité. Il a toujours voulu contrôler l'ensemble du processus depuis chez lui, alors nous sommes très stricts à ce sujet ici, dans le service. Nous sommes occupés toute la journée comme des abeilles car nous ne savons jamais exactement où la caméra est placée. Et vous, je vois que vous avez des yeux aiguisés qui l'ont tout de suite remarqué. Leslie sourit. J'en ai moi-même plusieurs. Eh bien, sur les quais, là où se font les expéditions de poissons et tout ça. Je m'y connais donc en caméra, répondit respectueusement Shirley à la femme d'affaires. Leslie poursuit prudemment, je l'ai remarqué tout de suite, mais j'ai hésité à demander et je n'en ai pas eu la force. Mais maintenant, j'ai absolument besoin de cet enregistrement. Bref, Shirley, appelez William pour moi. Il faut que je lui parle. Shirley acquiesce et s'empresse de répondre à la demande. 5 minutes plus tard, le chef de service était déjà dans la chambre. Après avoir regardé attentivement les yeux de la patiente, il lui demanda, « Vous avez besoin de quelque chose, Leslie ?» En réponse, elle lui fait un clin d'œil significatif et lui raconte lentement l'essentiel de sa demande. William écouta en silence, mais lorsqu'il saisit l'essentiel, il comprit que les paroles de la patiente avaient un sens. « Oui, je pense pouvoir vous aider. D'habitude, les enregistrements sont mis à jour tous les 2 jours, mais cela ne fait que quelques heures ici. Je pense que je peux vous aider. Êtes-vous sûr de vouloir faire cela? Vous devriez peut-être faire la paix avec votre mari. Qui sait ce qu'il a dit? » Leslie secoue la tête. Non, j'ai vraiment besoin de cet enregistrement. Et je veux que vous le transmettiez à mon notaire, Alan Smith. Il est au courant de tout ce qui se passe et viendra le chercher demain matin. Et il s'en occupera lui-même. Le chef de service sourit mais hésite encore à poser la question qui le préoccupe. Mais Leslie comprenait déjà ce qui préoccupait le grand chef médical. William, vous n'avez pas à vous inquiéter de l'avenir de votre service. Après mon départ, je veillerai à ce que vous receviez les équipements les plus récents, je rénoverai la façade et j'aménagerai la cour. D'une manière générale, je pense pouvoir vous faire plaisir et vous remercier de m'avoir ramené au bord du gouffre. Le chef rougit jusqu'à la racine des cheveux. Vraiment, il y a des gens qui voient clair en vous. Après avoir hésité un instant, William remarqua, en fait, ce n'est pas moi que vous devriez remercier, mais notre stagiaire, Edward. Je le bouscule peut-être, mais c'est un homme compétent. Croyez-moi, un jour, il prendra définitivement ma place. Leslie sourit en signe d'approbation et ferma les yeux de soulagement. Elle allait pouvoir se reposer un peu et reprendre ses esprits. Le lendemain matin, Alfred et sa compagne, Samantha, eurent une très mauvaise surprise, la police fit irruption chez eux et les menotta. L'enregistrement réalisé par une caméra cachée s'est avéré être la preuve irréfutable qu'Alfred avait l'intention de mettre en place un plan astucieux. En fait, tout était déjà prêt, mais Leslie a réussi à être plus maligne que lui et à lancer une attaque préventive. Bien entendu, lors du procès, Samantha a pris ses distances, prétendant qu'Alfred et elle n'avaient rien à voir dans l'affaire. Elle perd néanmoins son emploi à l'hôtel Costal. Alfred, quant à lui, doit faire face à une punition, même si elle n'est pas aussi sévère qu'on aurait pu le souhaiter. Conscient de son échec, l'escroc a tenté d'obtenir le pardon de Leslie, lui envoyant des SMS larmoyants et des notes de passage depuis la prison. Mais la jeune femme avait déjà pris la décision que ses proches et ses connaissances attendaient d'elle. De retour de l'hôpital, elle a pris, sous les applaudissements des infirmières et des sages-femmes, un trio du service des nouveau-nés, mais elle n'a pas quitté la clinique seule. Elle est partie avec Edward, qui s'est porté volontaire pour l'aider. À la surprise générale, le jeune interne l'a fait de son plein gré. Prenant l'un des bébés des mains de la jeune maman, Edward a accepté de poser sans plus attendre pour une photo mémorable, avec un grand sourire. Depuis,
Une relation de confiance s'est établie entre lui et Leslie, qui les a finalement conduits au mariage. Mais cela ne s'est produit qu'après qu'Edward a terminé son internat et est devenu l'un des médecins de l'unité de soins intensifs, où il a encore été chaleureusement accueilli par William Dixon. Aujourd'hui, les parents adoptifs peuvent être fiers d'un fils aussi responsable, qui a non seulement fait ses preuves en tant que véritable spécialiste dans les murs de la clinique, mais qui a également trouvé l'amour de sa vie, ainsi que 3 petits-enfants pour le couple Murphy, aujourd'hui âgé. Si vous avez apprécié cette histoire, n'hésitez pas à la soutenir en l'aimant et en la commentant. Tous nos vœux vous accompagnent.